Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée qui, franchement, m'a tout de suite interpellé. Les cimetières de données. C'est une image puissante, hein. Ah oui, vraiment. Pour nous guider, on a deux sources. La première, c'est un texte assez poétique, presque une fable, qui s'appelle La Chronique des cimetières de données. Et pour garder un peu les pieds sur terre, on va aussi s'appuyer sur L'art de la maintenance logicielle de Julien Martel, qui est beaucoup plus pragmatique. D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le cycle. Comment un projet qui démarre plein de vie, plein de promesses, peut devenir ce fardeau, ce truc hérité du passé qui paralyse tout. C'est la question centrale, en fait. Et c'est un sujet qui dépasse de loin la technique. C'est une histoire sur la dette technique, l'héritage, les conséquences des compromis qu'on fait. La dette technique, justement, c'est peut-être bien de définir ça tout de suite. Oui, tout à fait. Imaginez que vous prenez un crédit. Pour aller plus vite maintenant, vous choisissez une solution facile, mais pas idéale. C'est le crédit. D'accord, Et plus tard, il faudra rembourser, avec des intérêts. Et les intérêts, c'est tout le temps qu'on va perdre à cause de cette solution facile. C'est la complexité qu'il faudra gérer. je vois. La chronique en parle d'un point de vue presque émotionnel et Martel nous donne les outils pour gérer ça. C'est ça. Le contraste entre les deux va être super intéressant. Alors, commençons par le début. La genèse. La chronique parle de données fraîches, expressives, pleines de promesses. C'est la lune de miel avec la technologie. La lune de miel, j'aime bien l'image. On imagine des schémas de base de données clairs, des flux qui fonctionnent bien. Tout est agile, chaque chose à sa place. Et c'est à ce moment-là qu'on entend la petite phrase. Ah, je crois savoir laquelle. Le fameux « on refera le code plus tard ». Voilà, on refera plus tard, ça commence toujours comme ça. C'est un grand classique. L'accent est mis sur la création, la vitesse. La maintenance, c'est un problème pour plus tard, pour le nous du futur qui, on s'imagine, aura plus de temps. Mais attends, je me pose une question. Est-ce que c'est forcément une mauvaise chose? Je pense à une start-up, par exemple. La vitesse, c'est une question de survie. C'est une excellente question. Prendre un peu de dette pour sortir un produit avant de ne plus avoir d'argent, c'est pas un compromis intelligent parfois? Si, absolument. Et Martel est très clair là-dessus. Toute dette n'est pas mauvaise. Il fait la distinction entre une dette, disons, réfléchie et une dette inconsciente. Ah d'accord. La dette réfléchie, c'est un choix stratégique. On dit, OK, on sait que ce code n'est pas parfait, mais il nous permet d'être sur le marché à temps. On l'isole, on le documente et on prévoit de le corriger dans 6 mois. Ça, c'est un investissement. Je vois. Le vrai danger, et c'est ça que la chronique décrit si bien, c'est la dette inconsciente, celle qu'on accumule sans s'en rendre compte. Et ça nous amène à la première fissure. C'est comme ça que le texte l'appelle. C'est pas un grand drame, c'est un petit compromis. Quelque chose de silencieux. Oui, exactement. Les exemples, c'est une colonne ajoutée à la va-vite dans une base de données. Un petit raccourci pour tenir une deadline. On a tous vécu ça. L'exemple typique, la table utilisateur. Au début, elle est propre, un identifiant, un nom, un email. Simple. Et puis le marketing a besoin de suivre une campagne promo temporaire. Alors sous la pression, quelqu'un ajoute une colonne promo genre 2026. Ah, je vois très bien le truc arriver. Puis une autre, offre spéciale. 5 ans après, la table a 150 colonnes et la moitié sont des reliques de campagne que personne n'ose supprimer. Et c'est ça, la calcification dont parle le texte. C'est exactement ça. Une accumulation de décisions qui, prises isolément, semblent inoffensives. Et le pire, c'est ce que le texte ajoute juste après. Rien n'a cassé, aucune alarme n'a sonné. Et c'est le piège. Le système continue de tourner, la décision est enterrée silencieusement. L'absence de conséquences immédiates est terrible. C'est un biais cognitif énorme. Comme il n'y a pas de retour négatif, on se dit « Tiens, finalement, les raccourcis, ça marche. On vient de prendre un crédit, mais comme on n'a pas de rappel le lendemain, on a l'impression que c'était gratuit. Jusqu'au jour où la facture arrive. Et elle est devenue impayable. Ce qui nous conduit à l'étape suivante. Les années passent. De nouveaux ingénieurs arrivent. Pour eux, le système a toujours été comme ça. Il est déjà vieux. Et ils n'ont pas connu l'âge d'or, si on peut dire. Non. Et c'est là que l'auteur utilise des images très fortes. Il dit que les décisions de conception se fossilisent. C'est une image parfaite. Une décision prise il y a 5 ans par quelqu'un qui est parti dans un contexte et qui n'existe plus, eh bien, elle est gravée dans le marbre du système. Un fossile architectural. Voilà, personne ne sait pourquoi c'est là, mais tout le monde a peur de l'enlever. Et ça continue. Les schémas se calcifient, les données ne circulent plus, elles se déposent. Il y a cette phrase terrible. Ce qui était de l'information devient du sédiment. Ça me rappelle une expérience que j'ai eue.
Sur un vieux système, il y avait une fonction centrale, très importante, et au-dessus, en commentaire, il y avait écrit en majuscule « Ne jamais toucher à ce bloc, demandez à Kevin ». Le classique. Le problème, c'est que Kevin avait quitté la boîte depuis 5 ans, Ah oui. et personne ne savait ce que faisait ce code. C'est exactement ça, une architecture hantée. La connaissance, le pourquoi, s'est évaporé. Il ne reste que la peur. Donc on se retrouve avec une sorte de site archéologique que plus personne ne comprend vraiment. L'impact sur l'équipe doit être énorme au quotidien. Absolument. Et c'est la partie suivante de la chronique qui s'appelle « Le règne de la peur ». Le ton est donné. Complètement. La dynamique de travail change. On passe d'un mode création, où on se demande qu'est-ce qu'on peut construire, à un mode conservation, où la question devient Comment on fait pour ne rien casser? c'est ça. La vitesse de l'équipe s'effondre, la moindre modification prend des semaines de tests parce qu'on ne sait jamais quel effet de bord on va déclencher. Le texte utilise une autre métaphore incroyable, celle du mausolée. Chaque mise en production, c'est comme entrer dans un tombeau sombre sans savoir quelle structure est porteuse. C'est une image terrifiante mais très juste. Et les conséquences concrètes s'accumulent. Les performances se dégradent, les flux de données s'étouffent. Les informations critiques arrivent en retard ou même n'arrivent plus du tout. On arrive à un paradoxe total. Le système qui devait apporter de la clarté et de la vitesse est devenu la source numéro 1 de lenteur et de risque. C'est là que les fameux intérêts de la dette deviennent écrasants. Exactement. L'équipe passe son temps à contourner la complexité du passé au lieu de créer de la valeur pour le futur. Et il y a cette phrase, qui est peut-être la plus dure du texte, « Les données ne sont pas mortes, elles sont enterrées vivantes ». Oui, elles sont là, pleines de valeurs potentielles, mais inaccessibles. Piégées sous des couches et des couches de sédiments techniques. Et comme le dit l'auteur, ce ne sont pas des échecs de la technologie, les serveurs tournent. Non, ce sont des échos du passé. Une décision prise il y a des années sous la pression qui paralyse l'entreprise aujourd'hui. Le tableau est plutôt noir. Mais, heureusement, le ton change. Oui, tout n'est pas perdu. Le texte dit « Mais les cimetières peuvent être excavés ». On passe à la résurrection. Et la première étape, c'est de comprendre, c'est un travail d'archéologue. Il faut retracer la lignée. C'est là que le parallèle avec notre deuxième source, celle de Martel, est intéressant. La chronique parle d'une exhumation de l'histoire, d'une confrontation avec les fantômes. C'est une approche très introspective. Presque thérapeutique, comme tu disais. Oui. Et Martel, lui, il propose une stratégie très concrète pour ça. Le patron de l'étrangleur de figuier. L'étrangleur de figuier. Ça sonne un peu violent. L'image est forte, mais l'idée est brillante. En botanique, un figuier étrangleur, c'est une plante qui pousse autour d'un arbre existant. D'accord. Elle s'en sert comme support, elle le recouvre petit à petit, et à la fin, l'arbre d'origine meurt et se décompose à l'intérieur, et il ne reste que le figuier, bien solide. Et appliquer un logiciel, ça donne quoi? Au lieu d'essayer de tout réécrire d'un coup, ce qui est souvent une recette pour l'échec, on construit le nouveau système autour de l'ancien. On remplace les modules un par un. Petit à petit, le nouveau système étrangle l'ancien jusqu'au jour où on peut le débrancher sans risque. C'est fascinant. On a donc deux approches. Une qui insiste sur la compréhension du passé pour s'en libérer et une autre qui propose une méthode pour construire l'avenir tout en contenant le passé. Mais dans les deux cas, ça demande du courage. La chronique le dit bien, il faut creuser là où d'autres vous ont déconseillé de le faire. Oui, et ça devient une question de culture d'entreprise, j'imagine. Totalement. Est-ce qu'on valorise seulement les gens qui construisent du neuf? Ou est-ce qu'on reconnaît aussi ce travail qui est moins glamour mais vital de maintenance, de simplification? Ce travail d'archéologue ou de jardinier patient. C'est ça. Ce n'est pas ce qui fait les gros titres, mais c'est ce qui permet à une organisation de survivre sur le long terme. C'est un choix délibéré d'arrêter d'enterrer les problèmes pour que le futur en hérite. Et quand on fait ce travail, le résultat est décrit comme une renaissance. Les pipelines respirent à nouveau, les déploiements retrouvent leur vitesse. C'est une libération. On rompt le cycle de la dette, on agit de manière responsable envers les futurs membres de l'équipe. Pour résumer un peu tout ça, on est parti d'une promesse vivante, puis une série de petits compromis silencieux a mené à un ensevelissement progressif. Qui a créé une paralysie dominée par la peur. Mais une résurrection est possible, que ce soit par l'archéologie ou par des stratégies d'ingénierie patiente. La conclusion du texte est parfaite, je trouve. Laquelle? Parce que les données ne meurent pas d'elles-mêmes, elles sont enterrées, une décision de conception à la fois. C'est une conclusion
incroyablement puissante et ça pousse à réfléchir au-delà de la simple technologie parce que le concept est universel en fait. Tout à fait. On pourrait se poser une question pour finir. Si on regarde nos propres projets, nos équipes ou même nos carrières comme des systèmes vivants, Oui. quelles sont les petites décisions inoffensives, les petits compromis qu'on enterre silencieusement aujourd'hui et qui pourraient devenir, sans qu'on s'en rende compte, les fondations de nos propres cimetières de demain?